Notre prochain panéliste est M. Jean Simard, qui est président et chef de la direction de l'Association de l'aluminium du Canada. M. Simard va se joindre à moi virtuellement pour nous parler du marché de l'aluminium en Amérique du Nord. Bien, merci de me donner la chance de participer à ce sommet de l'aluminium au Saguenay. Je pense que c'est un moment charnière pour l'industrie et je suis très heureux de pouvoir apporter ma modeste contribution à vos réflexions et à vos échanges. Il y a plusieurs personnes dans la salle ici qui vont être d'accord avec moi. Tu nous as dit longtemps, et tu nous as parlé longtemps du corridor de la mort. Comment c'était difficile le marché de l'aluminium. C'était plutôt pessimiste comme message. Est-ce que cette année, on peut penser à un peu de croissance et un petit peu plus d'optimisme pour le marché? J'aime beaucoup la question parce que ça me permet effectivement de fermer la porte sur cette période négative, noire, dans laquelle on avait de la difficulté à voir la lumière. Puis si tu remarques, mon visage est éclairé par le soleil. Et je pense que c'est ce qui nous attend, c'est ce qu'on a devant nous, c'est une embellie qu'il faut saisir à bras ouverts. En fait, le monde a changé. On vient de traverser une longue crise qui était assez chaotique, rupture des chaînes d'approvisionnement, une longue pandémie qui est sans précédent historique de notre vivant, mais qui a forcé beaucoup les pays, les entreprises, les individus à travers le monde à se remettre en question, à remettre en question pas non seulement ce qu'on fait, mais encore et surtout comment on le fait. Alors, on assiste aujourd'hui aux résultats de ces réflexions accélérées et on voit des grands blocs commerciaux comme les États-Unis, qui est la plus grande puissance au monde, suivi de l'Europe, qui ont annoncé des politiques de réindustrialisation massive. Dans le cas des Américains, on parle de trillions de dollars qui ont été affectés à une nouvelle politique industrielle. Puis tu sais, les Américains, les politiques industrielles, c'est pas leur fort. Hein? Ils ont toujours la prétention qu'on laisse le marché décider et ils ont été obligés de reconnaître que les affres de la pandémie, de la guerre en Ukraine aussi, on va revenir sur ça, viennent transformer complètement les besoins en approvisionnement, surtout dans la volonté de décarboner les économies. Donc, on a comme un choc de concepts, de notions, décarbonation. On a une question de réindustrialisation parce que le tissu industriel dit stratégique, comme les minéraux critiques, comme les matériaux critiques, dont l'aluminium fait partie, ont été laissés pour compte depuis des décennies au profit de la Chine. En fait, on a créé un monstre ailleurs dans le monde, qui est la Chine, qui s'est mis à fabriquer ce dont on avait besoin pour nourrir notre croissance, mais à moindre coût. Mais comme on le sait, les Anglais disent « there's no free lunch », il y a toujours un prix à payer quelque part. Et le prix, on vient de le réaliser à travers ces chocs très récents de pandémie et de crise de chaîne d'approvisionnement. Alors, ça nous a forcés à revoir tout ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme résultat? On a deux grands blocs qui constituent le plus grand marché au monde, soit l'Europe et les États-Unis, auxquels le Canada est parti à travers des ententes de libre-échange, qui viennent de changer, en fait, la façon de produire et de répondre aux besoins du marché en se basant sur deux notions fondamentales. La décarbonation, donc réduire l'empreinte carbone pour répondre à des engagements qui doivent assurer la survie de notre petite planète, et d'autre part aussi le respect de valeurs partagées, donc des droits humains, quand je parle de la façon dont on fabrique les choses, c'est ça dont il est question. En fait, c'est ce que moi j'appelle, au-delà de l'empreinte carbone ou environnementale, l'empreinte humaine. Pour l'Amérique du Nord, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des pronostics de la demande? Ça va ressembler à quoi? C'est assez extraordinaire ce qu'on a devant nous. Tous les pronostics nous amènent à doubler, en fait, à produire autant d'aluminium au cours des 25 prochaines années qu'on en a produit au cours des 100 dernières années. C'est gigantesque. La demande est là, c'est l'électrification des transports, l'allègement du poids des véhicules, les emballages, et ainsi de suite. Donc, l'aluminium est un matériau gagnant pour l'avenir.
est-ce que, en tant que producteur d'aluminium en Amérique du Nord, comment nous, on peut se positionner? Puis est-ce qu'on doit bouger rapidement? Est-ce qu'on a beaucoup de temps devant nous? Le temps joue contre nous, joue contre tout le monde présentement. On vit une accélération phénoménale des processus décisionnels au niveau des grandes politiques à cause des besoins de décarbonation qui sont vraiment urgents quand on regarde le dernier rapport du GIEC. Et ça veut dire que, au-delà des contraintes réglementaires, des grands joueurs, que ce soit Rio Tinto ou d'autres, dans des grandes chaînes de valeur comme l'aluminium, sont en train de faire des décisions d'investissement pour réaligner, recadrer les chaînes de valeur. Une autre façon de le dire, c'est qu'on est en train d'écrire notre avenir. C'est très excitant, puis en même temps, ça peut être inquiétant pour toutes sortes de raisons, pour toutes sortes de personnes. Et on est chanceux parce qu'on a dans nos mains, par rapport à la concurrence dans le monde, des outils pour écrire un avenir qui est très prometteur. On a de l'expertise, on a du personnel, des gens, des générations en fait, de gens qui ont travaillé dans le domaine de l'aluminium. On a un écosystème qui est l'héritage de 100 ans de production. Aujourd'hui, on a des milliers d'entreprises qui sont des fournisseurs, d'autres qui sont des transformateurs. Et ça nous permet aujourd'hui de tracer un avenir où tout le monde peut être gagnant si on le fait de la bonne façon. Encore là, l'empreinte humaine va jouer un grand rôle. Si on le fait seul, comme intervenant, on n'ira pas loin. Si on le fait tous ensemble, on va tous marcher dans la même direction. L'enjeu, c'est le rythme qu'on va se donner parce qu'on n'est pas seul au monde, on n'est pas seul à avoir une faible empreinte carbone. Les Chinois s'en viennent, le Moyen-Orient s'en va au solaire et au nucléaire. Les Norvégiens, les Russes travaillent sur l'anode inerte selon différentes approches. C'est une course contre la montre. Puis moi, je le vois un peu comme la conquête de l'espace. On est chanceux, on est dans la course. À l'époque, c'était la Russie, la Chine, les États-Unis. Aujourd'hui, c'est nous, la Norvège, les Russes, la Chine. Mais on a tout ce qu'il faut pour y arriver. Il faut juste maintenir le rythme puis y arriver ensemble. Puis je terminerai en disant que je citerai quelqu'un de très, très populaire que j'aime beaucoup maintenant, qui est Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, qui s'est fait demander au tout début de la guerre en Ukraine, alors que les Russes, M. Poutine, disaient qu'il allait utiliser l'arme nucléaire, il s'est fait demander en entrevue, est-ce que vous avez peur? Il a pris un petit moment de réflexion, puis il a dit, non, il ne faut jamais avoir peur, il faut juste être prêt. Je suis prêt. Puis je pense que si on est capable de se dire ça, on peut gagner. Merci infiniment, Jean, pour ton temps ce matin. On se reparle très bientôt.